Bonjour! Une semaine internationale particulièrement dense qui s'achève, avec des développements significatifs en Asie, au-delà. On va tenter aujourd'hui de décrypter un peu ces événements clés. Oui, bonjour. Effectivement, un agenda chargé, le sommet de l'ASEAN, des visites diplomatiques importantes et puis bien sûr ces tensions persistantes en mer de Chine méridionale avec des activités militaires qui interrogent. Beaucoup de choses dans une région stratégique. Tout à fait. Avant d'entrer dans le vif du sujet, cette analyse vous est proposée par ProWave AI et elle est générée par Stylo News, l'application d'actualité qui utilise l'intelligence artificielle. Voilà. Et notre discussion aujourd'hui, elle va nous mener du sommet de Kuala Lumpur au voyage du président Trump en Asie, en passant par les initiatives chinoises en mer de Chine méridionale, sans oublier les aspects militaires récents, notamment cet incident avec des appareils américains. On va s'efforcer de présenter tout ça de manière factuelle et neutre. Alors, commençons par ce sommet de l'ASEAN, fin octobre à Kuala Lumpur. La présence du président Trump a été très remarquée. Quel en était l'enjeu principal? Ben, officiellement, il s'agissait de renforcer les liens entre Washington et les pays de l'ASEAN. Mais en filigrane, beaucoup y voient une volonté, disons, assez claire de contrebalancer l'influence chinoise grandissante. Concrètement, ça s'est traduit comment? Par des signatures d'accords, commerciaux d'abord, avec la Malaisie, le Cambodge, la Thaïlande. Et puis un accord spécifique sur les minéraux critiques avec la Malaisie, un domaine, on le sait, hautement stratégique aujourd'hui. Et les États-Unis n'étaient pas les seuls acteurs présents. D'autres grandes puissances étaient là aussi. Absolument. On a noté la présence du vice-premier ministre russe, Alexei Overchuk, en marge du sommet. L'Inde aussi, avec le Premier ministre Modi en virtuel, mais son ministre des Affaires étrangères, M. Jai Shankar, sur place. L'Europe également. Oui, avec Antonio Costa, le président du Conseil européen. Et puis, il faut noter les débuts de la nouvelle première ministre japonaise, Sane Takaichi, dans ce type de sommet. Ça montre bien l'importance de l'ASEAN sur la scène diplomatique. Effectivement, c'est devenu un carrefour incontournable où les grandes puissances cherchent à marquer leur présence, à défendre leurs intérêts. Ce sommet a aussi été marqué par une nouvelle adhésion, celle du Timor-Leste. Tout à fait. Le 26 octobre, le Timor-Leste est devenu le 11e membre de l'ASEAN. C'est l'aboutissement d'un long processus pour eux. Et le Premier ministre timorais a souligné des défis économiques. Oui, Xanana Gusmao a insisté sur la nécessité d'accélérer le développement interne. Il a même annoncé un projet de Banque nationale de développement. C'est un vrai défi d'intégration économique pour ce jeune pays. Justement, sur le plan économique plus largement, comment se porte la région ASEAN? On a lu des choses sur une certaine morosité boursière. C'est vrai, il y a eu des retraits d'investisseurs en octobre sur les marchés de l'ASEAN. Disons, une sous-performance. Mais l'engagement américain réaffirmé au sommet, ces accords signés, ça pourrait peut-être redonner un peu confiance. Un espoir de rebond donc. Oui, un espoir, même si les incertitudes économiques mondiales, elles demeurent. Et face à ça, quelle stratégie observe-t-on? Un peu de choses. D'un côté, l'appel à plus d'ouverture. Le Premier ministre de Singapour, Lawrence Wong, par exemple, qui plaide pour la libéralisation du commerce. Et de l'autre, une adaptation aux tensions géopolitiques. Le FMI note une hausse des exportations chinoises de biens intermédiaires vers l'Asie du Sud-Est. C'est peut-être une façon pour les entreprises de contourner les frictions USA-Chine en utilisant l'ASEAN comme maillon. Malgré tout, la croissance reste solide. Oui, la projection pour 2025 est de 4,3% pour l'ASEAN. C'est quand même assez robuste dans le contexte actuel. Au-delà de l'économie, il y a eu aussi des initiatives culturelles, non? Oui, c'est intéressant. Singapour a annoncé un gros pacte d'édition, on parle de 3 milliards de dollars singapouriens, pour traduire et distribuer des romans singapouriens dans 6 autres pays de la région dès 2026. Une sorte de soft power culturel. Et le tourisme? La région semble toujours attractive. Très attractive, oui. Particulièrement pour les voyageurs indiens, par exemple. Facilité de visa, vol court, ça aide. Le Vietnam est souvent bien classé pour les expatriés aussi. Mais il y a des défis, des points de friction parfois. Oui, on a vu à Kuala Lumpur des réglementations, disons, plus strictes sur la vie nocturne liées à des aspects culturels. Ça a eu un impact sur certains aspects du tourisme. C'est toujours un équilibre délicat à trouver. Bon, ces dynamiques internes sont importantes, mais elles se déroulent sur fond de tensions géopolitiques.
la mer de Chine méridionale notamment, la semaine a été marquée par plusieurs incidents. Oui, la situation reste assez volatile là-bas. Le 19 octobre, un avion de surveillance australien, un P-8A, a survolé les îles Xisha ou Paracel. Elles sont contrôlées par la Chine, mais revendiquées par d'autres. Et la réaction chinoise? Immédiate. L'armée chinoise a envoyé des appareils pour suivre et avertir l'avion australien. Pékin a qualifié ça de provocation. Les États-Unis sont aussi très présents dans la zone. Très pesant. Le porte-avions USS Nimitz a mené des opérations dites de routine près de l'île indonésienne de Great Natuna. C'est une zone très stratégique. Et en face? En réponse, ou en tout cas en parallèle, la Chine a positionné 2 de ses porte-avions, le Shandong et le Nouveau Fujian, sur l'île de Hainan, qui est juste en face. C'est une démonstration de force, des 2 côtés, clairement. Mais ce déploiement américain a connu un sérieux problème. Un crash. Oui, un événement très préoccupant. Le 26 octobre, 2 appareils de l'USS Nimitz se sont écrasés en mer. Un hélicoptère MH-60R et un chasseur FA-18F. Les équipages D. Ont été secourus sains et saufs, heureusement. Mais l'incident soulève forcément des questions. Sur quoi principalement? L'état du matériel. Oui, c'est la question principale. L'USS Nimitz, c'est le plus ancien porte-avions américain en service. Les appareils impliqués ne sont pas non plus de dernière génération, alors des sources évoquent des problèmes de maintenance, peut-être même des contraintes budgétaires. C'est sensible, surtout dans une zone aussi tendue. Ces tensions, Mathie et Philippines en première ligne, on l'imagine. Totalement. Elles vont présider l'ASEAN en décembre 2025, donc elles auront un rôle clé pour essayer de faire avancer ce fameux code de conduite en mer de Chine méridionale, un objectif ancien mais toujours difficile à atteindre. Et leur chef d'état-major a été assez direct récemment sur les risques. Oui, Romeo Bronner Jr. a dit, le 24 octobre, que les Philippines seraient probablement une cible chinoise en cas de conflit régional, notamment autour de Taïwan, que des bases américaines soient là ou pas d'ailleurs, à cause de leur position stratégique. C'est une analyse assez sombre. Et comment Manille réagit face à cette pression perçue? Ils ont adopté ce qu'ils appellent une stratégie de divulgation. En gros, ils documentent et rendent publiques systématiquement les actions chinoises qu'ils jugent agressives ou coercitives. Garde-côtes, milices maritimes. Selon eux, cette transparence leur a valu plus de soutien international. Il y a aussi des déploiements militaires. Oui, on note le déploiement de systèmes de missiles américains Typhoon aux Philippines. Officiellement, c'est pour l'entraînement, mais ça renforce quand même leur défense côtière. Et quelles sont les actions chinoises qui provoquent ces réactions? Les sources philippines et internationales parlent d'un projet chinois de construire une structure permanente sur le récif de Scarborough. C'est un point très contesté. Et puis, il y a l'utilisation de tactiques de zone grise. La zone grise, c'est-à-dire? Ce sont des actions hostiles, mais qui restent sous le seuil du conflit armé. Par exemple, utiliser des flottilles de pêche, parfois des milices déguisées, pour harceler d'autres navires, affirmer une présence, bloquer l'accès. Souvent, ils coupent leur système d'identification AIS pour être moins repérables. C'est une tension constante en somme. Comment tout cela est-tu perçu globalement? Les perspectives divergent évidemment. La Chine parle de souveraineté historique et accuse les USA d'ingérence. Washington et ses alliés insistent sur la liberté de navigation. Les Philippines défendent leur zone économique. L'ASEAN tente de maintenir le dialogue. Et sur les réseaux sociaux? Les analyses de Stylo News sur X montrent un sentiment plutôt négatif envers les actions chinoises. Les termes comme expansionnisme, agression reviennent souvent sur les hashtags liés à la mer de Chine méridionale ou aux Philippines. On voit bien que c'est un point chaud, ce qui nous ramène à la tournée asiatique du président Trump. L'ASEAN n'était qu'une étape. Exactement. Après la Malaisie, il est allé au Japon, puis en Corée du Sud. À Tokyo, le 28 octobre, rencontre avec la première ministre Takaichi. On a parlé d'un nouvel âge d'or pour l'Alliance. Des annonces sur la sécurité, les terres rares aussi. Et un cadeau symbolique, 250 cerisiers offerts par le Japon. Et ensuite, la Corée du Sud pour le sommet de l'APEC. C'est ça, à Jeongju. C'est le sommet de la coopération économique Asie-Pacifique. Toute cette tournée s'inscrit dans la stratégie Indo-Pacifique américaine. Quelle est la logique derrière cette stratégie américaine? Principalement des axes. La dissuasion militaire et l'influence économique pour faire face à ce que Washington voit comme le défi chinois. Ça passe par renforcer les alliances, pousser le Japon et la Corée du Sud à augmenter leurs dépenses militaires, à améliorer l'interopérabilité de leurs forces avec les États-Unis.
Travailler ensemble plus efficacement. Voilà, exactement. Opérer de manière fluide. Cette stratégie a aussi d'autres aspects, moins médiatisés peut-être. Oui, il y a cette extension des opérations américaines anti-drogue. Avant, c'était surtout dans la Caraïbe. Maintenant, ça s'étend au Pacifique Est, au large de la Colombie. Et plus controversé, ces opérations pourraient inclure des frappes létales. Ça suscite un débat aux États-Unis sur les ressources, l'éthique, la légalité. Un aspect de cette tournée qui a beaucoup fait parler, c'est l'ouverture affichée par Trump envers la Corée du Nord. Oui, ça a suscité énormément de commentaires. Le 25 octobre, il a dit être ouvert à une rencontre avec Kim Jong-un, peut-être même à la DMZ, lors de sa visite en Corée du Sud. Et il a utilisé une formule marquante. Oui, il a reconnu la Corée du Nord comme étant une sorte de puissance nucléaire. C'est un changement de langage qui n'est pas anodin, potentiellement très important. Ce qui nous amène tout droit à notre dernier grand thème, la Corée du Nord elle-même, qui n'est pas restée silencieuse. Loin de là, la semaine a vu une reprise notable des essais de missiles. Le 22 octobre, premier tir de missiles balistiques en 5 mois, environ 350 km vers la mer de l'Est, mer du Japon. Et ça a continué. Oui, dès le lendemain, le 23, plusieurs autres tirs signalés, des missiles balistiques à courte portée cette fois. Le timing, juste avant la PEC, n'est sans doute pas une coïncidence. Pyongyang a aussi annoncé un nouveau type de missile. Effectivement, le 23 octobre aussi, annonce d'un test réussi d'un nouveau système hypersonique. C'est préoccupant, car ces missiles sont très rapides, très manœuvrables, difficiles à intercepter. Et il le présente comme stratégique. Oui, capable d'emporter des ogives nucléaires, selon eux. Le Pentagone, lui, exprime des doutes sur la maturité de la technologie, mais reconnaît quand même des progrès, notamment sur la capacité de rentrée atmosphérique des ogives. Comment finance-t-il tout ça, sous sanction? De plus en plus, les renseignements pointent vers la cybercriminalité. Des rapports estiment que des groupes liés à Pyongyang auraient volé près de 2,8 milliards de dollars en crypto-monnaies ces 2 dernières années, justement pour financer ses programmes nucléaires et balistiques. En parallèle, la Corée du Nord resserre ses liens avec la Russie. C'est une tendance qui se confirme fortement. La ministre des Affaires étrangères, Cho Son-hui, était à Moscou fin octobre. Elle a rencontré Poutine, Lavrov. Elle a réitéré le soutien indéfectible de Pyongyang à Moscou, y compris, a-t-elle dit, dans l'effort de guerre en Ukraine. On parle même d'un soutien militaire direct. Oui, il y a des informations qui circulent, non confirmées officiellement par tous, mais rapportées par plusieurs sources. Elles font état de l'envoi d'environ 15 000 soldats nord-coréens et d'équipements en Russie. On a même parlé d'une cérémonie pour des soldats nord-coréens morts en Ukraine, près de Koursk. Ce serait une escalade majeure si c'était avéré. Absolument. C'est très grave. D'ailleurs, la ministre Cho Son-hui prévoidrait aussi d'aller en Biélorussie. Dans ce contexte très tendu, comment interpréter l'ouverture de Trump et cette idée de dialogue? C'est la grande question. D'un côté, Kim Jong-un dit prêt à discuter si Washington lâche l'exigence de dénucléarisation préalable. De l'autre, Trump qui parle de sorte de puissance nucléaire. Est-ce un pas vers le réalisme, une concession majeure? La spéculation sur une rencontre est réelle. Elle est réelle, oui. Alimentée par des signes comme la suspension des visites touristiques à Panmunjom, le ministre sud-coréen de l'unification a même évoqué une possibilité considérable. Et Séoul, comment voit cette éventualité? Avec prudence, une certaine appréhension même, la crainte d'être mis à l'écart si Washington et Pyongyang négocient en direct. La position officielle sud-coréenne reste la dénucléarisation de la péninsule. Et en attendant, ils renforcent leur propre défense. Oui, ils continuent de développer leurs capacités. Par exemple, le missile balistique conventionnel Unmo-5, qui devrait être opérationnel fin 2025. Et la réaction internationale à tout ça? Au tir de missiles, à ce rapprochement avec la Russie? Les tirs sont condamnés classiquement par l'ONU, le Japon, les USA. Appel à la retenue, réaffirmation des alliances. La Chine appelle aussi au calme. Mais la grosse inquiétude du moment, c'est vraiment cette coopération militaire Nord-Corée-Russie. Ça risque de saper les sanctions internationales, surtout que la Russie peut utiliser son veto à l'ONU. Et l'opinion publique en ligne? L'analyse des tendances sur X par Stylo News montre toujours un sentiment très négatif, très inquiet. Les hashtags #Nord-Coréa, #nucléaire, #Kim Jong-un sont associés à des craintes sur la prolifération, l'instabilité. Voilà un tour d'horizon très complet d'une semaine asiatique particulièrement mouvementée. Beaucoup de fils qui s'entrecroisent. Diplomatie, militaire, économie. Effectivement, ce qu'on a essayé de faire, c'est de synthétiser ces dynamiques complexes. En se basant sur différentes sources, agences de presse, analyses d'experts, déclarations officielles, et aussi ce qu'on observe sur les réseaux sociaux comme X. C'est cette approche multisource qu'utilise Stylo News. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir ou recevoir des analyses d'actualité personnalisées grâce à l'intelligence artificielle, on vous invite à découvrir Stylo News.
Plus d'informations sur www.stylonews.com. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse approfondie. Oui, merci de votre écoute. N'hésitez pas à suivre Stylo News sur vos plateformes sociales préférées. Et pour finir, peut-être une question à garder en tête. Au-delà des mouvements surface, des sommets, des manœuvres militaires, quelles sont les forces plus profondes, économiques, démographiques, technologiques, qui pourraient, plus discrètement, redessiner l'équilibre des forces en Asie dans les mois et années qui viennent? À bientôt pour une nouvelle analyse de l'actualité mondiale.